Bonjour, je suis dans mes pyjamas parce que je fais une série de vidéos que j'ai appelée Pyjama Veda, dont le but pour moi c'est de partager spontanément par rapport à mes connaissances ayurvédiques, surtout concernant les fondamentaux. Je suis réveillé depuis pas très longtemps et je suis dans mes pyjamas, un peu fou, n'est-ce pas? Mais j'aime bien cet état après le sommeil, ces moments où le mental est reposé, on est frais, on est plein après peut-être un bon nombre d'heures de sommeil profond. La dernière fois que j'ai enregistré quelque chose, j'ai parlé de âme, esprit et corps. J'aimerais continuer maintenant avec la suite. Alors, même si tout ce que nous avons vu jusque-là semble des fois un peu abstrait ou ésotérique, j'aimerais bientôt ramener tout ça au concret. J'ai aussi peut-être suggéré que pour utiliser l'Ayurveda, on n'est pas obligé de croire à quelque chose. C'est suffit de prendre ces idées, ces concepts comme des offrandes, comme des suggestions, et les mettre en place, surtout d'une manière de voir votre réalité. C'est-à-dire, l'Ayurveda pour moi, ce n'est pas une méthode, même si il y a dans la pratique, dans le côté, dans cet art de guérison, il y a quand même beaucoup de savoir-faire qui est évidemment praticable. Différents types de massages, par exemple, où il y a des protocoles à respecter, ou différents conseils alimentaires selon certains facteurs qu'on peut diagnostiquer chez un individu. Mais pour introduire l'Ayurveda et surtout pour aller vers cet aspect qui me passionne davantage, il suffit de prendre ces premières leçons ou ces premières idées vraiment comme des suggestions, comme une suggestion suggérer comment je vais voir ma réalité. J'ai du mal d'exprimer ça, partiellement parce que c'est pas mon langue natale, le français, et aussi parce que c'est très intime et propre à chacun, je pense. Donc, ici sur le schéma, j'ai écrit le mot Atman et le mot 5 Tattva pour avoir une raccourci ou une potentielle traduction. Le mot Atman, on peut considérer le mot conscience, et j'ai déjà discuté pas mal par rapport à ça tout à l'heure sur les autres vidéos. Et maintenant, 5 Tattva, c'est le début d'une leçon ou d'un nombre de leçons, d'un nombre de partages où je vais aborder en fin de compte, ce que j'aime bien nommer les 5 états de matière. Nous avons vu l'idée que notre organisme est divisé en 3 aspects. Un aspect causal, qui est associé avec l'idée de ton essentiel, la chose en toi, en moi, qui est en cause de tout le reste. Surtout qu'elle n'est pas elle-même influencée par quelque chose d'autre. Donc, si je parle de mon âme ou de mon jiva,
qui fait une partie très importante de mon organisme, le tout, quoi, qui est moi. Ce qui est aussi intéressant à comprendre par le concept de âme ou jiva, c'est elle n'est pas à l'influence de quelque chose d'autre. C'est la chose chez nous maintenant qui donne certains effets, qui influence certains aspects de nous-mêmes qu'on peut sentir et vivre, mais qu'elle est elle-même, on ne peut pas le modifier. Donc, cette idée, même si l'idée des anciennes concernant l'âme a un certain côté fantastique ou paranormal ou ésotérique, c'est-à-dire elle est unie, elle est une seule chose, ce n'est pas par exemple un phénomène émergent de notre fantastique biologie, c'est considéré comme une sorte de bijou ou graine ou élément qui s'installe en nous au début de notre vie et qui mène vers certaines activités, vers certaines pensées, vers certaines émotions, vers certaines situations. Cette idée de l'âme, j'ai déjà abordé un petit peu la dernière fois et j'étais franche avec vous, j'avais dit que je ne sais pas si je peux croire à ça. Par contre, ce n'est pas vraiment mon souhait de vous donner des croyances, de vous dire que c'est comme ça la vérité. Je préfère qu'on échange autour de ces concepts et on voit leur potentielle place dans nos vies aujourd'hui et peut-être même en prenant tout ce qu'on sait par rapport à la biologie aujourd'hui. Bien sûr, on ne sait pas tout encore. Il y a beaucoup de mystères encore, beaucoup d'éléments, beaucoup d'aspects de la vie, de la biologie, surtout de la vie de l'humain qu'on ne comprend pas, on ne peut pas tout comprendre encore. Peut-être on ne va jamais tout comprendre. Mais cette âme, cette jiva qui est vue comme un élément causal, en fait, en Ayurveda et en yoga, elle se situe là, elle est avec ce qu'on appelle les 5 tattvas. Donc, il y a maintenant une nouvelle idée, c'est l'idée que tout ça, elle se divise en 5 choses. C'est pas 5 choses comme, encore une fois, c'est pas comme 5 bijoux, 5 pierres précieuses. C'est comme 5 énergies ou 5 intelligences, mais à le niveau, peut-être 5 lois de nature même. Alors, je sais qu'aujourd'hui, on a nos propres lois de physique, on a nos propres équations, nos propres fonctions qui contiennent différents éléments, différents composants. La gravité, le temps-espace, les champs quantiques, tout ça. En Ayurveda, ils ont élaboré 5 divisions de tout ça. Donc, je vais nommer tout ça la réalité. Et quand on parle de la réalité, on est dans une histoire de cause et effet, une histoire de apparence et cause de l'apparence. Il croit qu'il y a donc un aspect conscient de tout et un aspect énergétique de tout. Et dès qu'on est dans l'idée d'un univers manifeste, un monde univers manifeste, on a des deux qui sont inséparables. Les deux, donc, conscience et énergie. Le conscience-énergie, conscience ne divise pas, mais l'énergie se divise en 5. Et à le niveau causal, ils nomment ça 5 tattvas. À le niveau subtil, ça veut dire psychique, ou cet aspect de tout ça
qu'on vécu nous-mêmes, consciemment, mais qui est en privé de nous-mêmes. C'est une forme de vulgarisation, mais c'est une manière de rentrer un peu dans le sujet. Donc, 5 tanmatra, 5 aspects subtils de ce qu'on a enfin 5 états de matière grossiers, qu'on appelle 5 mahabhuta, 5 grands états. Donc 5 tattvas, 5 principes primordiaux, causales. Alors elles sont causales, donc on ne les voit pas. C'est aussi une raccourci. Ceci dit, dans la culture de l'Inde ancienne, celui qui peut voir et comprendre le niveau causal, ça veut dire le niveau des 5 aspects causals de l'univers et aussi les 5 l'essentiel d'un individu, le jiva, la âme, c'était les yogis qui étaient censés de pouvoir véritablement voir ça et comprendre ça. Donc moi je dis que c'est invisible ou hors vue, partiellement parce qu'on le nomme le corps causal, le nomme subtil et le nomme grossier. Causal, voilà, c'est presque pour nous, les gens normaux, une supposition, une déduction. Je vois que des choses se passent chez moi dont j'ai aucune idée de d'où ça vient. Il faut que je dise que ça vient de mon corps causal. Concrètement, donc, si on parle de vos désirs, vos désirs, vos attirances, vos affinités, on peut imaginer que pendant ce vie-là, vous avez vécu certaines choses, vous étiez donc conditionné. Donc votre corps subtil était conditionné, votre esprit était conditionné, par exemple, de aimer certaines nourritures davantage. J'imagine que vous avez 2 nourritures que l'homme aime intrinsèquement, donc un truc à la base, par exemple, doux, sucré. Mettons du chocolat noir et le chocolat au lait. Les deux sont assez sucrés pour l'aimer. Évidemment, le noir, elle est peut-être un peu plus amer, donc peut-être l'animal instinctivement tendre un peu plus vers le chocolat au lait, qu'elle est moins amère, qu'elle a moins d'amertume, moins de cacao dedans. Mais peut-être vos parents ont vous donné un peu des deux. Vous avez tendre à préférer le blanc, le chocolat au lait, ou le chocolat blanc dans mon exemple. Mais eux, ils avaient plutôt cherché au bout d'un moment le chocolat noir un peu plus fort, un peu plus amer. Et un peu avec votre enfance, vous avez mangé ça un peu davantage. Et j'espérais comme ça pour vous que votre enfance était agréable et que vos parents ils étaient aimants de toi, de vous, gentils, etc. Donc imaginons que vous mangez ce chocolat répétitivement dans un contexte d'amour, d'un contexte de plaisir, de douceur, de compassion, acceptance, etc. Vous allez créer un conditionnement pour lequel il y a une préférence pour ce chocolat noir maintenant. Donc on peut avoir des désirs dans la vie qui sont au moins partiellement en cause de ce qu'on a vécu pendant ce vie-là, de conditionnement. Et donc, cet aspect de vous-même, ces désirs appris ou conditionnés, elles se situent avec votre corps subtil ou avec votre esprit. Par contre, ce qu'on appelle corps subtil en Ayurveda, par contre, si vous avez eu la sensation de aimer quelque chose et tu ne sais pas du tout pourquoi, vous pouvez analyser votre passé, vous ne pouvez pas trouver une cause. Par exemple, certaines personnes, ils ont une grande plaisir de simplement déchiffrer les marches. Quand ils montent l'escalier, ils adorent compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Personne ne l'a enseigné et
Donc, ils disent, mais je ne sais pas d'où ça vient, je n'étais pas conditionné des messages, je n'avais pas des parents fans de la maths ou de l'arithmétique ou quelque chose. Et on peut dire que cet aspect de vous-même, ce désir, donc un désir, c'est juste une partie de votre psychologie, ce désir, elle vient de ton corps causal. Du même manière, les anciennes, en Ayurveda, ils ont placé tous les phénomènes physiologiques qui se passent toutes seuls en dehors de notre volonté. Ils mettent tout ça aussi avec l'idée du corps causal, de ton âme, de ton jiva. Tout ça vient par le biais de cette chose. Ok. Donc avec maintenant les 5 divisions de tout ça, de la matière-énergie, notons, on ne divise pas la conscience, on peut reconnaître les sortes de qualités de conscience dont nous avons abordé ça tout à l'heure, sattva, rajas et tamas. Mais là, on est vraiment avec maintenant la matière. Alors, j'aimerais faire une leçon pour chaque état de matière plus tard, mais maintenant, on va juste faire une vision globale. Donc, on a 5 mots ici en sanskrit, Akasha, Vayu, Agni, Apas et Prithvi. En parenthèse, on a des mots qui servent comme des outils, une pointe d'entrée, une première approche pour comprendre le monde de chaque de ces catégories de matière ou aspects de la réalité ou division de l'énergie cosmique, de l'énergie. On est invité de passer par le sanskrit, les mots sanskrits qui signalent beaucoup plus d'un simple mot occidentaux. Pour nous, les occidentaux, apprendre un petit peu de sanskrit quand on étudie l'Ayurveda, c'est très bien. Ça nous oblige d'être plus présents. Et c'est comme si on fait pour la première fois apprendre une nouvelle chose quand on apprend un nouveau mot. Par contre, si je dis le mot feu, même si vous ne voulez pas faire, vous avez un conditionnement, une pensée associée avec le feu, et ça va donner quelque chose pour vous. C'est-à-dire, vous êtes déjà dans un préalable, une sorte de non-neutralité, une direction, un jugement par rapport à c'est quoi feu. Ok, donc on a les 5 Akasha, Vayu, Agni, Apas, Prithvi. Donc chaque de ces 5 états de matière va également avec les 5 sens qu'on a nous, l'homme. On a des 5 sens, on a l'écoute, on a la toucher, on a la vue, la vision, on a le goût et on a l'odorat. Et ça, c'est vraiment chouette à savoir. Alors aussi, c'est probablement pas par hasard qu'on a 5 doigts orteils et on avait choisi ces 5 sens. Je sais que si on gratte un peu dans la définition des sens, on peut rajouter des sens comme le sens d'équilibre, on peut rajouter comment dire, la sensation de température à travers le peau qui n'est pas exactement le toucher. Il y a des noms pour ça, bien sûr, aujourd'hui. Mais ce sont quand même des 5 sens majeurs quand même aujourd'hui on reconnaît quand on enseigne la perception, la science de la perception. C'est peut-être par hasard, c'est peut-être une coïncidence, c'est peut-être pas une coïncidence qu'on a 5 doigts, 5 orteils et 5 sens. Quand on parle des 5 sens, on a aussi l'idée qu'on va recevoir quelque chose en nous par les organes sensoriels et cette information va enfin se trouver dans le cerveau qui crée une réalité grâce à cette information sensorielle. Donc l'idée de ces 5 états de matière grossiers, les 5 grands états de matière, il y a l'idée que grâce aux organes de sens, il monte, entre guillemets,
où ils rentrent en nous et ils sont transformés en 5 états subtils, comme 5 extraits essentiels de la matière. Donc, on a la matière grossière, soi-disant le monde là dehors, et qu'avec un contact avec tous ces objets ou tous ces différentes vibrations d'énergie extérieure, énergie électromagnétique pour la lumière, énergie vibration sonore. Donc, c'est pas ésotérique de dire le mot énergie. Et là, je ne parle pas d'un truc ésotérique, je parle vraiment de quelque chose de plus concret. Donc, on est baigné dans ces différents types d'énergie, sensation, et les organes de sens, elles fabriquent quelque chose, elles transmettent et fabriquent quelque chose qui finit enfin dans le cerveau. Et le cerveau fait une magie avec ça. Et on a donc ce qu'on appelle les perceptions ou les qualia. Et donc là, c'est maintenant à un niveau subtil. Donc on a une version grossière de l'espace où le vent, le feu, le eau, la terre, et puis on a aussi une version subtile où, si vous voulez aussi, pour un raccourci, tu peux dire psychique. Donc quand je ferme mes yeux, je peux imaginer voir les choses, je peux imaginer les sensations de toucher, je peux imaginer entendre la musique. Et là, je suis dans une salle où il n'y a pas de son. Il n'y a rien qui bouge, donc il n'y a pas de vrais touchés qui viennent par l'extérieur, ni le son. Mais je peux imaginer les sons. Donc cette capacité d'imaginer, c'est un peu aussi le début d'une sorte de réponse à tout ce qu'on reçoit par les 5 sens. Je baigne dans l'énergie et je reçois quelque chose, mon corps reçoit quelque chose par les organes de sens, et après, il répond, il libère quelque chose, il donne quelque chose, il envoie quelque chose, il lâche quelque chose. Il y a de l'énergie qui rentre et de l'énergie qui sort. Donc il y a une forme d'échange, de dialogue, de conversation en permanence entre tout ça, entre ce qu'on appelle tout ça, moi, le monde, et moi. Donc il y a ce dialogue, cet échange, c'est fantastique. On est en conversation en permanence avec la nature. C'est aussi très intime. Nous ne sommes pas seulement en contact, mais cette énergie, elle nous pénètre, elle rentre en nous-mêmes. Et à l'intérieur de notre cerveau, maintenant, je m'inspire de 2-3 idées que j'ai vues en neurosciences. Par exemple, à l'université Imperial College Londres, il y a un chercheur qui s'appelle Anil Seth. Et lui, c'est un neuroscientiste qui explore le mécanisme de la conscience elle-même. Et lui nous explique que, en fait, le cerveau, ça c'est son hypothèse, pas seulement le sien, mais ils disent que le cerveau, en fait, vous avez des informations sensorielles qui arrivent de l'extérieur. Elles rentrent en nous-mêmes, donc elles arrivent au cerveau. Ce sont des neurones et des courants d'électricité subtils, les neurotransmetteurs, etc., qui bougent, qui bossent. Et donc, on a cette vague d'énergie ou d'information sensorielle qui rentre. Et en fait, le cerveau, au même temps qu'elle reçoit, elle projette, elle fabrique une version de la réalité. Plus précisément, elle anticipe le présent, elle anticipe le futur. Donc, elle imagine, elle anticipe, elle fantasme ou elle hallucine le futur, l'avenir. Et cette hallucination, c'est comme une vague d'énergie sensorielle qui sort vers l'extérieur. Et en fait, ce vague que ton cerveau crée d'une sorte de hallucination contrôlée, cette prédiction de ce qui va venir, elle rencontre
l'information sensorielle qui arrive et les deux se rencontrent. L'un pénètre l'autre. Ils se rencontrent. Et c'est l'addition de ces deux informations, à la fois le vrai version sensorielle qui arrive, il rencontre le faux, c'est-à-dire l'estimation, l'imagination de la réalité qui commence de sortir et il se rencontre dans le cerveau et c'est le mariage des deux, l'addition des deux qui montre en conscience. Donc on est conscient, nous, ce qu'on appelle la conscience, l'expérience, ce n'est pas juste comme si on a une lecture fiable du sensoriel. C'est le mariage d'une imagination, une projection. Je projette mon cerveau. Moi, je ne fais pas. Mon volonté, il s'en fiche. Sous-consciemment, mon cerveau projette la version de la réalité et il met ça avec la version reçue et c'est une sorte de calcul entre les deux qui sortent dans notre conscience. Bon, ça c'est un petit bémol. Alors, moi je trouve c'est fantastique, c'est passionnant, ça me donne des frissons de savoir que quand je vois quelque chose, même en état passif, même si je suis comme le yogi, je ferme mes yeux, je respire lentement, je permettrai mon corps de retrouver la calme. Et donc, selon l'idée relative, selon la subjectivité à moi-même, selon les sensations qu'on appelle la volonté ou le désir est maintenant, elle est très très bas. Je fais très peu, voire rien. Je m'assois, j'observe. Même en faisant ça, tout ce qui est vécu, c'est l'histoire d'une énergie de ton cerveau qui est fabriquée, qui sort comme une vague sortant vers l'intérieur, vers l'extérieur, et une vague de réception, de sensation qui arrive. Et les deux se marient. C'est une forme d'intimité, une forme à la limite d'amour qui se passe toutes les secondes de ma vie. Il y a cette union, cette pénétration de l'un et l'autre et ce mariage, cet mixage. Et ça, c'est quand même fantastique, je trouve. Même si je fais rien, il y a une forme de danse, de interaction entre tout ça et ce qu'on appelle moi-même. Donc, mon corps, 5 états de matière grossiers, fait une sorte d'extrait qui maintenant donne à l'esprit 5 états de matière subtile. Et mon 5 états de matière subtile, il, à nouveau, fabrique, il imagine, il crée, il génère quelque chose. Et cette chose va sortir. Pas toujours, mais en général, ça sort. Donc, elle sort de moi par l'action. Donc, il y a l'action. Et quand il y a une action qui est spontanée, non volontaire, dont tu ne penses pas, on peut aussi dire que ça vient d'un aspect de toi qui est caché, qui est hors vue, qui est inconscient. Et une partie de ces actions, on peut l'associer avec l'idée de âme qui réside avec le niveau des 5 tattvas. Une autre partie, parce que on a l'idée que le conditionnement pendant sa vie, elle s'installe dans un aspect de notre conscient qu'on appelle quand même le sous-conscient. Et donc, ce sous-conscient, elle était partiellement programmée par ce vie. Donc, on a, par exemple, quand on dit j'ai l'intuition, le mot tuition, tutorial, tuition, ça veut dire vous avez appris quelque chose.
intuition, ça veut dire vous avez appris quelque chose venant de l'intérieur de vous-même. Mais en fait, c'est pas la même chose que l'instinct. Intuition, c'est à cause d'avoir déjà bossé, déjà appris certaines choses consciemment, et maintenant elle s'installe plus profondément dans ton corps, dans ton cerveau, et elle est maintenant hors conscience. Donc, par exemple, si vous avez bossé pendant la journée, vous avez essayé de, par exemple, comprendre une équation mathématique, si vous étiez mathématicien, vous avez, pour pouvoir faire cet calcul dans ta conscience, vous avez dû apprendre la maths. Donc, la maths, vous avez appris par plusieurs prises, et maintenant, vous avez un cerveau qui peut faire le maths toute seule à l'inconscient. Et donc, si vous bossez consciemment sur le problématique, souvent, ce qui se passe, c'est quand on arrête de bosser consciemment, de nulle part, comme si par magie, il y a souvent une réponse. Et le calcul, elle est abouti. Le théorème, elle est affiné. Et là, tu es peut-être dans un état de semi-conscience, semi-somnolence ou méditatif, deux états similaires. Et là, d'un coup, il arrive dans ta conscience la réponse que tu as cherchée tout à l'heure. Et ça, c'est l'intuition. Et l'intuition dépend d'une bonne éducation. Ça dépend d'avoir été éduqué. Vous avez dû apprendre des choses pendant ce vie-là. Par contre, l'instinct, c'est une forme, c'est similaire parce que ça vient de nulle part. Ce n'est pas un truc pour lequel que tu dois faire un effort. Elle vient toute seule de ton corps, de ton esprit sous-conscient. L'instinct, c'est une forme de tuition que vous avez eue pendant des vies passées. On ne parle pas de l'aspect potentiellement yogique de des vies passées où tu as vraiment une vie passée, toi personnellement. On parle de l'idée plutôt de l'évolution biologique pendant laquelle une espèce a évolué et il y a certaines leçons qui sont apprises avant et c'est écrit dans nos ADN. Donc on est né avec aussi de l'instinct, une certaine intelligence animale qui fait que, par exemple, quand on rapproche le côté d'une falaise, on recule. Ou si tu prends le main d'un bébé et tu touches là, à l'intérieur de la main, ça va stimuler cette réponse. Il y a un nom pour tout ça. Donc ça, c'est instinct, intuition. Les deux ont un aspect similaire, c'est-à-dire tous les deux, ils viennent de la sous-conscient. Et le sous-conscient, on met avec les 5 tattvas. Donc, pourquoi 5? Et ça sert à quoi d'être dans Akasha, Vayu, Agni, Apas, Prithvi? On commence à savoir que l'énergie de ce monde, elle peut être divisée en 5 aspects. Et ça, c'est chouette d'explorer. Donc, je vais vous donner juste une petite amuse-bouche et après, on va arrêter cette partage. Et la prochaine fois, je vais aborder les uns les autres. Donc, Akasha, espace, c'est ça, c'est de l'espace, c'est de la vide. On parle maintenant d'une vide qu'elle a quand même une sorte de substance. Les anciens ont hypothisé que le vide, elle n'était pas vide, elle était remplie par une substance un peu mythique qui s'appelle éther. Plus tard, dans l'évolution de notre espèce, il n'y a pas très longtemps que les anciens croient ça. Pas que en Ayurveda, en Inde ancienne, d'autres cultures, comme les Grecs par exemple, ils ont eu cette idée qu'il y a un éther. Donc, le éther était un peu viré plus récemment, mais très récemment, depuis le venir de la physique quantique, on avait un peu réinvité sur scène l'idée de éther, c'est-à-dire une substance comme si l'espace qui n'est pas vide, c'est juste qu'il est apparemment vide, c'est en fait rempli de quelque chose, une sorte de substance. L'idée de cette substance éther, c'est aussi qu'elle relie tout.
elle relie tout, elle fait que tout est connecté, même si c'est très loin, un objet très loin, elle est connectée et quelque part un point en commun, une souche, une racine, une substance primordiale. Donc, éther, on peut, ou akasha, en Ayurveda quand même, c'est un système médical qui traite les problèmes physiques de l'homme, aussi que des problèmes psychiques. Mais si on prend justement la dimension physique pour un instant, on parle là de la vide en nous-mêmes, le vide. Donc les creux, les vides. Alors le vide, l'espace, elle peut augmenter, elle peut gonfler, augmenter, dégonfler, réduire. L'idée primordiale de cette énergie, espace, c'est une idée qui est dans l'idée de l'expansion, de raréfaction, de séparation, d'expansion. Notez que j'avais dit tout à l'heure que l'espace est associé avec le son. Et donc, si vous réfléchissez, pour qu'un objet dégage du son ou fait du son, elle devrait être davantage creux, donc vide. Et ça, c'est un petit aperçu. Le deuxième, c'est vayu ou vent. Donc, avec le vent, on est dans l'idée de mouvement. Il faut réfléchir à la nature du vent. Elle est subtile, oui. On ne le voit pas. On voit qu'elle fait bouger les choses, mais on ne le voit pas elle-même. Et elle est très, très, très mobile. Elle bouge de tous les sens. Donc, vayu, c'est l'idée d'une matière qui bouge dans tous les sens. Par exemple, votre souffle, elle combine un peu l'idée de l'expansion et contraction des poumons, par exemple. Là, j'ai une augmentation et une diminution de l'espace, ou akasha, mais il y a en même temps un mouvement dans une paroi. Donc, quand j'inspire, il y a d'un coup un grand mouvement, inspiration, et quand j'expire, un grand mouvement de ce sens-là. Et après, tout ce qui sort, ça part dans tous les sens. Donc, l'idée de matière dans un état gazeux, c'est très propre à l'idée de vayu, mais ce n'est pas le seul. On a de l'eau qui court dans un ruisseau. Elle est, contrairement à ce que beaucoup d'élèves en Ayurveda disent, cette eau-là qui bouge dans le ruisseau, oui, la matière elle-même de l'eau, c'est de l'eau, donc elle est liquide, donc elle va plus bas avec apas. Mais maintenant, cette eau, elle est en vayu, parce qu'elle va dans tous les sens, et dans l'ensemble, cette fleuve, elle va de haut vers le bas. Elle traverse une paroi, elle va dans un sens, et quand tu vois de près, elle va dans tous les sens. Il y a des courants, des vortex, voilà, je ne sais pas comment dire ça en français. Ensuite, on a Agni, le feu. Le feu, c'est tout ce qui dégage de la lumière et de la chaleur. Donc, le feu, c'est aussi associé avec un petit peu de mouvement, parce que si ça chauffe, ça détend, ça fait une dilatation, une expansion, et si ça refroidit, ça fait une contraction. Mais ce n'est pas aussi radical que le vent. Quand on voit le feu dans la nature s'exprimer, elle est dynamique, elle bouge, mais elle ne bouge pas aussi vite que le vent. Attention, ne confond pas la lumière avec le feu dans cette petite métaphore. Effectivement, la lumière, elle va hyper vite. Elle va tellement vite qu'on ne va pas dire qu'elle a de vitesse. Et c'est là la première fois de ma vie, en parlant devant vous, spontanément, que je réfléchis sur ça. Parce que c'est vrai que en Ayurveda, on a des notions qui relient Agni ou le feu avec la vitesse, mais c'est plutôt physiologiquement. On l'associe physiologiquement avec la vitesse. On dit qu'elle est rapide, plus qu'on a de chaleur en nous, plus que par exemple le transit, elle s'accélère. Si j'ai un transit qui est constamment rapide, et j'ai de plus en plus chaud, tout ça, c'est deux signes de l'effet de Agni ou feu qui augmente. Comme si, par exemple, si je suis en tremblement,
c'est un autre exemple de l'énergie de Vayu qui augmente. Un mouvement aussi instable ou chaotique. C'est très typique à l'idée de vent, le mouvement du vent. Le mouvement, donc, Agni, le feu, quand on voit un feu devant nous, est-ce qu'on associe ça avec la vitesse? Je pense par une sorte d'instinct. Non. On voit le feu et si quelque chose prend feu, quelque chose, encore une fois, normal, naturel, quelque chose qu'on trouve dans la nature, toute seule, sans avoir eu une intervention d'un homme sophistiqué. Donc l'homme, auparavant, il observe la nature et il lui renseigne de la nature et il crée sa vision de la monde à base de ça. Donc, quelque chose prend feu, mettons l'herbe sec. Pendant l'été, l'herbe sec, elle commence à prendre feu. Ça commence dans une pointe. Et là, ça s'étale. C'est pas si rapide que ça. Et les flammes, elles bougent. Mais quand il n'y a pas de vent, la flamme, elle bouge très doucement. Très doucement. Elle est plutôt stable et gentille. Par contre, si on rajoute le moindre de vent, de souffle, ça s'enflamme, ça bouge davantage, ça bouge dans tous les sens. Et effectivement, quand on observe la vitesse du vent dans la nature, elle va quand même plus vite que la vitesse du feu. Ceci dit, la lumière qui est associée avec le feu, elle va tellement vite qu'on ne voit pas qu'elle va quelque part. Et je ne sais pas, honnêtement, si les anciennes ont réfléchi là-dessus. Je ne sais pas s'ils avaient, par exemple, s'éloigné de quelques 100 mètres d'une cause de lumière, d'une cause du son. Parce que nous, aujourd'hui, il n'y a pas très longtemps, les premiers scientifiques, les scientifiques de quelques centaines d'années, ils ont compris qu'il y a une vitesse de lumière, une vitesse du son. Et ils ont vu que la lumière, c'est instantané et le son, elle traîne derrière. Et effectivement, le son, c'est associé avec à la fois l'espace et le vent, surtout l'espace, elle est moins associée avec le vent. Et la lumière, elle est associée avec Agni. Effectivement, Agni, elle va très très vite. Alors, ça, c'est un bémol. Elle est toujours intéressante, je trouve, d'apprendre les concepts ayurvédiques comme les 5 états de matière ou les Panchamahabhuta ou les 5 tattvas, Tanmatra et 5 bhuta. Et ensuite de tester ces concepts à travers ce qu'on sait aujourd'hui, ou soit intuitivement, instinctivement, soit par aussi le domaine de la physique, etc. On a Apas et Prithvi, eau, terre, c'est les derniers 2 états de matière. Eau ou Apas, c'est la liquidité. On parle maintenant des fluides, des substances qui ont ce qu'on appelle la fluidité. Tu n'as pas que de l'eau, on a de l'huile. On a des huiles, donc les huiles végétaux, les huiles animaux, les huiles en nous-mêmes. On a plein de substances. Chez nous, on a le sang, on a la plasma, on a le mucus, on a les urines, le sueur, on a les fluides sexuels, etc. Tout ça, c'est une partie de notre eau, notre propre tissu eau. Elle est associée avec le goût. Le feu, elle est associée avec le vu. Le mouvement, le vent, elle est associée avec le toucher. Et Akasha, l'espace, elle est associée avec l'écoute. Et le dernier état de matière, c'est Prithvi, la terre. Il est associé donc avec la solidité. C'est l'idée de solidité. C'est la matière qui s'exprime, cette notion de rigidité, solidité. Ça ne bouge pas, ça résiste le mouvement. Donc, ces 5 états de matière, on va les comprendre à travers tout ce qu'on vit. L'invitation qu'on vous donne en Ayurveda est de rejoindre un peu à mon idée du début, c'est-à-dire l'Ayurveda, ce n'est pas une méthode. Là, par exemple, aujourd'hui,
surtout, on a des milliers de méthodes. Tout le monde essaie de vendre, de proposer sa méthode. Et pour une méthode, il faut apprendre des règles, il faut faire semblable. Et après, vous devrez utiliser la méthode chez vous. Même si l'Ayurveda a des méthodes, elle a surtout préalablement, c'est une science d'observation. L'Ayurveda, ce n'est pas une méthode, c'est une façon de voir tout. Donc, c'est une façon de voir, une manière de voir et une interprétation à ce qu'on voit. On voit à travers, n'oublie pas que quand tu dis « je vois quelque chose », même fondamentalement, les neuroscientistes aujourd'hui nous disent que ce n'est pas passif, c'est très actif, c'est très participatif. Quand tu vois juste sans aucun concept, ton cerveau projette une version de la réalité anticipée. Et la réalité, soi-disant, que tu reçois par tes 5 sens, elle rencontre et paf, c'est comme 2 vagues. Et ce que tu sens en conscience, que tu dis, que tu nommes toi-même ou la conscience, c'est le résultat de la mariage ou l'interaction de ces deux choses. Alors, sur un point de vue un peu plus pragmatique, et donc maintenant, je reviens à ce que je veux souhaiter dire, ces notions de base que vous allez bientôt comprendre un peu mieux, les 5 états de matière, ou les 5 éléments, c'est une définition de la nature des choses. Maintenant, on vous invite de voir les choses en utilisant ces définitions. Donc oui, il y a un petit peu de dogme, oui, il y a un petit peu de données. On vous donne ça comme une loi de nature, comme un axiome. Donc, on vous donne une information axiomatique, 5 états de matière, et maintenant, on veut que vous commencez de mettre ça à l'épreuve. Vérifiez si votre vécu peut être décrit en termes de 5 états de matière. Ça, c'est le défi, le boulot à faire, surtout la grande préalable qu'on vous invite à faire en Ayurveda. Si nous n'investissons pas dedans et on va trop vite vers l'application, vers la méthode, c'est raté. C'est complètement raté. Et chacun a sa place. Moi, je suis très passionné par l'initiation en Ayurveda. Moi, j'adore initier ça. De chercher, je cherche et je recherche les subtilités, les nuances, les liens qu'on trouve dans ces 5 axiomes, Akasha, Vayu, Agni, Apas, Prithvi, et leur interaction. Par exemple, on a l'idée que Akasha, elle est le premier état de matière qui précède les autres. Ensuite Vayu, ensuite Agni, Apas, Prithvi. Chaque état de matière suivre l'autre dans un ordre naturel et c'est quelque chose qu'on observe. On ne impose pas l'idée, on observe ça quand on prend le temps nécessaire. Donc vous pouvez observer, par exemple, pour une très belle projet, qui nécessite de l'action, qui nécessite de réflexion, qui nécessite de discussion, qui nécessite une stratégie, etc., une mise en pratique, et puis à la fin, le résultat, ben ça suit les 5 états de matière. On commence avec une sorte de prise de conscience, même une prise de vide. Avant qu'on lance le bel projet, on va vider nos esprits. Et de cette vide, on va sentir des choses, on va avoir les idées. Donc l'innovation, ça vient avec le vent. Et après, les idées, elles vont se chauffer, ça va se frictionner, se chauffer, et on commence de sentir un sens ou un ordre de tout ça, de ces idées préliminaires, dans le brainstorming, mène après quelques potentielles options ou stratégies. Et là, le feu va continuer de digérer, de rendre sens et d'organiser tout ça, qui enfin disent, alors, pour ce projet en question, on va là-bas, on va faire ça. Donc le feu donne le sens, la direction.
il met de l'ordre. Ensuite, l'eau, elle prend le relais avec les consignes, avec les ordonnances, avec les directives du stratégiste du feu. Eau, elle va commencer de mettre tout ça en œuvre. Et eau, ça aide aussi à relier et harmoniser les facteurs, les éléments, les personnes dans l'équipe, si c'est un projet qui demande plusieurs personnes. Donc, parce que eau, elle a de cohésion, de fluidité. Et ensuite, le projet, elle est abouti avec le terre, c'est-à-dire l'objet final, elle est conçue. C'est à la fois un objet grossier, un projet, une œuvre d'art, une sculpture par exemple. Ça peut être une maison que vous avez construite. C'est peut-être un morceau de musique que vous avez composé. Peu importe le projet ou la création, même pour un enfant, même pour une plante. La plante commence par expansion, la graine, elle gonfle, ensuite elle commence de prendre sens. Le petit graine qui est rond au début, elle devient pointue. Juste avant qu'on voit la germe qui sorte, c'est le mouvement maintenant, le vent. Et ensuite, le feu, ça chauffe beaucoup de transformations enzymatiques. Le poussée, elle sort et il y a un phénomène de feu, d'effort, d'intensité qui suit maintenant par un petit jeune poussé qui pousse, étape par étape, par étape, par étape, par étape. Accumulation, liquidité, cohésion, fluidité. Et c'est très mou et lisse et molle comme de l'eau. Et à la fin de la maturité de cette plante, elle commence de prendre forme. Bon, pas à la fin, même avant la fin. On commence à voir les feuilles, et puis la forme, et puis en fin de compte, une fois qu'on a les fruits et les fleurs, on peut dire, ben, c'est telle plante. Donc, quand la plante monte en maturité, c'est là, quand elle donne ses graines à elle-même, elle est prête de redonner un autre cycle de vie. Donc là, on a abouti les 5 états de matière. Donc, apprendre les 5 états de matière, ce n'est pas anodin, ce n'est pas juste ésotérique ou cérébral ou abstrait. Il y a concrètement des applications sans cesse dans la vie. Pour le développement embryologique, pour le développement enfant, développement psychologique, pour le vieillissement, pour tout. Et c'est fantastique. Donc, je vous invite de voir la prochaine vidéo et je vais discuter un peu le monde de l'espace et d'Akasha, ce qui représente aussi l'écoute et la communication. C'est l'action qui vient en réponse de l'écouter, c'est de parler, chanter, faire des bruits. Merci d'avoir écouté. Namaste.